Ça faisait longtemps, hein. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du hors-série scientifique. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un café avec moi et à parler de dissonance cognitive. C'est parti. Ça peut paraître bête à dire, mais l'être humain est un être qui croit, c'est un être de foi. Et beaucoup de théoriciens du monde scientifique comme Thomas Kuhn, Georg Simmel ou Max Weber pensent que la science est basée sur des croyances. Et oui, toutes nos connaissances sont basées sur des croyances a priori que la science va tenter d'expliquer petit à petit par une méthode rigoureuse. Ces croyances qu'on appelle paradigmes dans le jargon sont souvent éprouvées pendant des centaines d'années, puis un jour arrive ce qu'on appelle une révolution scientifique d'après les termes de Thomas Kuhn. Prenons d'ailleurs son exemple. La physique pendant très longtemps a été newtonienne, du XVIIe au XXe siècle. Puis un jour, un mec pas très connu, qui s'appelle Albert Einstein, a décidé que ce serait pas comme ça que ça fonctionnerait. La physique est devenue nucléaire. Du coup, les physiciens à l'époque ont ressenti une espèce d'inconfort à remettre en cause leurs croyances précédentes pour en accepter une nouvelle. Bienvenue dans le monde fascinant de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive est peut-être le concept psychologique le plus important du XXe siècle, voire de toute l'histoire de la psychologie. Et le nom qui lui est généralement associé est celui de Léon Festinger. Léon Festinger était un psychologue qui s'est intéressé à la psychologie des ensectés. Il s'est notamment penché sur le cas de Marianne Kish, une dame qui pensait que le 21 décembre 1954, le monde irait à sa fin. En effet, fin septembre 1954, Marianne Kish publie dans un journal local une information assez étonnante. Il s'agit d'une tribune dans laquelle elle déclarait avoir reçu un message par écriture automatique de la planète Clarion, que les êtres supérieurs de cette planète étaient venus sur Terre en soucoupe volante, qu'ils avaient remarqué des failles abyssales dans la structure de notre planète, et que, selon leur message, une bonne partie de la côte ouest du continent américain serait inondée le 21 décembre 1954. Bref, c'est de la bonne. Parlons un petit peu de Marianne Kish et de son apparition messianique. Un jour, au réveil, il semblerait que son bras, avec lequel elle écrivait d'habitude, ne lui répondait pas. Elle demanda alors à la personne qui écrivait à sa place de s'identifier. Il s'agirait de son père, décédé quelques années auparavant. Marianne Kish n'est pas étrangère au phénomène ésotérique. Elle prétend d'ailleurs avoir régressé jusqu'à sa naissance et même avant, ce qui n'est pas forcément une vision que chacun de nous voudrait avoir. Son intérêt pour les soucoupes volantes n'était pas un secret non plus, mais cette première communication avec feu son père fut la première expérience ésotérique personnelle de Marianne Kish. Petit à petit, elle se persuada que d'autres personnes pouvaient entrer en contact avec elle via son bras. Les connexions se multiplièrent jusqu'à ce qu'elle entrât en contact avec Sananda, une espèce de Jésus réincarné de la planète Clarion, qui lui offrit sa première mission messianique. Le prosélytisme de Marianne Kish s'est mis doucement en place. Elle s'entoure d'amis et commence à diffuser ses messages. Elle aborde une cosmogonie complexe, avec des êtres intelligents, supérieurs à nous, existant à des fréquences vibratoires différentes des nôtres et nous connaissant parfaitement. Et c'est à ce moment, le 2 août pour être précis, que vient le message fatidique, le message de l'inondation du monde. On submerge la France, l'Europe, la Russie, une partie des États-Unis, bref, tout y passe, sauf le groupe de Madame Kish. Le 21 décembre 1954, un homme viendrait frapper à la porte de Madame Kish pour emmener le groupe et le sauver du désastre qui aurait lieu à 7h du matin. Le plan apparemment est de se rendre dans les plateaux d'Allegheny, d'y rester pendant 1 an jusqu'au Noël suivant, puis de se faire enlever autant spirituellement que physiquement et de se diriger vers la planète Clarion. Vient enfin le jour J. Marianne Kish ne tient plus en place, c'est l'effervescence. En gros, les journalistes, les curieux et les moqueurs l'appellent et l'information commence à circuler petit à petit. La télévision, la radio, tous les moyens sont utilisés pour diffuser l'information. À la bonne heure, nous avons donc des traces physiques des témoignages. Mieux encore, pensant qu'il s'agirait peut-être de tests, Marianne Kish enregistre chacun des appels qu'elle reçoit sur son téléphone. Toujours est-il qu'à minuit, il ne se passe rien. Pas d'homme à la porte. Le petit groupe relit les messages, cherche de nouvelles interprétations à ceux-ci. On commence donc par croire que l'homme a du retard. Mais plus l'heure du cataclysme supposé arrive, plus cette information semble s'estomper petit à petit. L'insatisfaction dans les esprits commence à grandir. On pense donc à une deuxième solution, il faut un miracle. Pour cela, le mari de Madame Kish doit mourir et ressusciter. Mais encore une fois, la désillusion vient petit à petit se mettre en place. Même Marianne Kish commence à se résigner et à se dire « ça sent pas bon ». Et là, à 4h30 du matin, survient le miracle.
Non, un homme ne vint pas frapper à la porte. Non, Monsieur Quiche ne se zombifia pas. Non, Madame Quiche reçut un message. Elle reçut un message par son bras qui lui dit que ses fidèles avaient tellement envoyé de lumière, qu'ils avaient tellement prié et été fidèles, qu'ils avaient sauvé le monde. Cette histoire, qui peut paraître comme une fiction mais qui est bien réelle, est peut-être l'exemple le plus frappant de dissonance cognitive. Festinger décrit la dissonance cognitive comme une forme d'inconsistance, d'incohérence psychologique qui peut arriver dans diverses circonstances. Par exemple, une nouvelle information peut venir contrecarrer une croyance précédente. Revenons à l'époque de Galilée et de Copernic, lorsque ceux-ci affirment que la Terre, et donc l'être humain fait à l'image de Dieu, n'est pas au centre de l'univers. Paye ta dissonance cognitive. J'en connais quelques-uns qui ont dû souffrir, surtout lorsqu'on a pu prouver via des moyens technologiques que Galilée et Copernic avaient raison. Mais chacun expérimente la dissonance au quotidien. Imaginez-vous par exemple dans un magasin où vous voyez une magnifique veste en cuir. Puis vous voyez l'étiquette et le prix qui va avec. Votre conscience est tiraillée. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous êtes pris entre deux cognitions, deux connaissances du monde. Vous aimez la veste, mais elle est très chère. Cette tension entre deux cognitions peut donc être résolue de différentes manières. Par exemple, vous allez céder à l'une des cognitions et rationaliser ensuite. Vous allez laisser tomber la veste et vous dire que vous faites des économies et qu'au final, elle n'est pas si jolie que ça. Ou alors vous allez craquer pour la veste et vous direz que le prix justifie le nombre d'années que vous allez la porter. Vous pouvez vous dire au final qu'elle n'est pas si chère que ça ou que l'argent c'est fait pour être dépensé. Bref, il y a plein de manières de réduire la dissonance. Mais revenons à notre histoire de soucoupiste de la planète Clarion. Lorsque le moment venu finalement ne vint pas, les fidèles se trouvent en posture de dissonance cognitive. Les deux cognitions qui s'entrechoquent sont d'une part la croyance en la présence d'ovnis qui vont venir les sauver d'une catastrophe planétaire, et de l'autre côté, le non-événement. Pour réduire la dissonance, 4 méthodes seront utilisées. Premièrement, la fuite, la plus radicale. Les personnes qui se sont retrouvées dans cette position de dissonance cognitive ont fui. Elles ont dit « ceci ne me regarde plus, c'est n'importe quoi, je m'en vais ». Mais pour ceux qui sont restés dans le groupe, la diminution de la dissonance cognitive s'est faite en 3 étapes. Premièrement, on a supposé que l'homme en question avait du retard. Quand on s'est rendu compte vers 3 heures qu'il n'était toujours pas là, ça n'a pas bien fonctionné. Deuxièmement, on s'attendait à un miracle, la mort de Monsieur Quiche et sa résurrection. Mais là encore, ça n'a pas pris. Bizarrement, les adeptes avaient besoin de quelque chose de plus palpable, quelque chose qui les rassurerait beaucoup plus. Enfin, la dissonance fut réduite lorsque les fidèles entendirent que leur dévotion avait sauvé le monde, qu'ils étaient les libérateurs de la planète, et que donc tout allait bien. Le concept de dissonance cognitive n'est pas réservé qu'à des phénomènes d'ovnis ou ésotériques. Festinger en donne lui-même un exemple qui est très quotidien, très classique, celui de la cigarette. Certains parmi vous sont peut-être fumeurs et probablement au courant du fait que la cigarette, ça cause le cancer entre autres, mais d'autres maladies également, ou des accidents divers et variés. Pourtant, vous continuez à fumer. Vous êtes donc en présence de deux cognitions complètement distinctes qui génèrent une tension. Et pour vous sentir mieux, vous allez rationaliser. Par exemple, vous allez vous dire que vous arrêtez quand vous voulez, ou que le tabac à rouler est moins nocif que la cigarette classique. Une autre méthode pour sortir de la dissonance est de céder au biais, et plus particulièrement le biais de confirmation d'hypothèse. Ce biais traduit le fait que par tous les moyens, un être humain va tenter de se débattre contre une information qui vient critiquer ou mettre en cause une de ses croyances. Prenons par exemple l'homéopathie. Il existe une quantité impressionnante d'études qui montrent que l'homéopathie ne fonctionne pas, et que si elle fonctionne pour certaines personnes, c'est dû à l'effet placebo. Eh bien, certaines personnes croyant en l'homéopathie pourraient réduire la dissonance entre leurs croyances et cette nouvelle information en trouvant une étude qui démontre que l'homéopathie fonctionne. C'est possible, ça existe et ça permet de vachement réduire sa propre dissonance. Alors avant que les gens ne me frappent, vous faites ce que vous voulez avec l'homéopathie. Voilà, ça n'est pas de mon ressort. Chacun fait ce qu'il veut avec sa santé. La dissonance cognitive est donc présente au quotidien. Et comme le dit la tronche en biais, c'est normal. C'est la preuve que l'être humain est à la recherche d'un besoin de cohérence. Il faut que nos croyances sonnent, qu'elles aillent bien ensemble et que nous soyons un tout homogène. Du coup, la prochaine fois que vous vous retrouvez en position de dissonance cognitive, dites-vous que c'est le meilleur signe pour prouver que vous êtes un être humain et que vous avez un besoin de cohérence interne qui est challengé dans ce cas-ci. Après, pour réduire la dissonance cognitive, il n'y a pas de recette miracle. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais gardez-vous de rejeter les arguments qui s'opposent à vos idées, à vos croyances,
et n'hésitez pas à vous remettre en question, car c'est là la véritable clé du progrès humain. En attendant, je vous retrouve dans le prochain épisode, n'hésitez pas à partager celui-ci, et je vous dis à bientôt.